Bonsoir à toutes et à tous. Laquelle d'entre nous n'a jamais été sifflée dans les rues de Nancy? Laquelle d'entre nous ne s'est jamais pris une remarque? Non, Marie, stop, là, tu vas pas commencer. On connaît tous déjà tes discours. Laisse les autres parler un peu. Ok, bienvenue à tous et à toutes à la première collaboration entre Sciences Polémiques et Political à Nancy. On est vraiment super contents que vous soyez tous là. Bienvenue à notre jury. Donc, notre jury ce soir est composé d'Elsa Grimbert, qui est, on ne la présente plus, directrice adjointe de notre campus, d'Ania Smith, qui est maître de conférence ici, mais aussi à la fac de Nancy, et Madame Guidi, qui est donc juge magistrate administrative et aussi maître de conférence ici. Bonsoir à tous. Pour ma part, je vais parler au nom de Sciences Polémiques. On est très heureux de vous accueillir ce soir en Amphi Berlin. On est aussi très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Political parce que la cause féminine est vraiment très importante au sein de notre projet. D'ailleurs, on n'a pas assez de filles engagées au sein de notre projet. On vous encourage vivement à y participer. Toutes les réunions se déroulent le mercredi soir. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite aussi une bonne écoute parce que les candidats sont très talentueux. Alors, rapidement, juste question pratique. Donc, les discours doivent durer entre 3 et 4 minutes. Donc, orateur, oratrice. Donc, au bout de 3 minutes 30, on vous fera un signe. Juste pour vous avertir que c'est bientôt la fin. Et à 4 minutes, on fera un signe également pour le jury. Ça signifiera que c'est la fin et le jury pourra alors prendre la parole. Voilà, juste petite info. Sans plus attendre, place à notre première candidate, Mariette. Une tenue vestimentaire peut-elle justifier une agression sexuelle? Oui. Oui, parce que toutes les femmes, au fond d'elles, vivent avec ce désir un peu malsain d'être observées, épiées, aimées. Peu leur importe l'humiliation, la douleur, le dégoût et les pleurs. Oui, nous en avons envie, nous les femmes, quand la chaleur nous oppresse, de sentir des mains effleurées, empoigner nos fesses. Oui, nous en avons envie, à chaque trajet, même éphémère, de baisers volés, contraints, contre nos bouches qui se serrent. Oh oui, nous en mourrons d'envie, pour un bout de tissu qui laisse à peine une épaule nue, d'être touchés contre notre gré. Alors, si nous en avons envie, pourquoi résister ? Ce que je viens de vous décrire, c'est le soupçon fatal et ignoble de ceux qui cherchent des réponses à la souffrance. Ta tenue vestimentaire a provoqué ton agression sexuelle. Quel altruisme d'expliquer ainsi la violence! Et qu'attendent-ils au juste, ces héros de la bien-pensance? Des remerciements pour leur perspicacité, une cause dont la parfaite logique est d'être violentée, ou bien tout simplement une coupable à proximité? C'est grâce à ces hommes et à ces femmes trop intelligents, qui représentent près d'un tiers des Français, que l'on se perd dans un brouillard qui n'a plus de sens. Pour eux, le sang, l'humiliation, la violence ne sont plus une évidence. Alors, on se réfugie dans les codes de la société. Ah, les beaux codes, les douces morales de ceux qui ne veulent voir ni de femmes trop dénudées car provocatrices, pas de femmes trop couvertes car endoctrinées, ni même de femmes trop enfagotées car c'est déplaisant, il faut bien l'avouer, ni même de femmes avec trop d'apprêtement car, pour les autres, c'est dérangeant. Alors, au milieu du festival de l'hypocrisie, des penseurs aveugles et aveuglants, on se perd. Le débat se perd, les réponses se perdent. Parce que, au lieu des questions comme comment lutter, comment réprimer, comment protéger, on pose des questions écœurantes, comme celle qui m'a été assignée. Aujourd'hui en France, une femme sur 10 de moins de 20 ans a déjà été agressée sexuellement. Sur les 300 élèves de Sciences Po, dont un peu plus de la moitié sont des filles, cela représente plus d'une vingtaine de femmes. D'après ces statistiques, vous croisez ici, tous les jours, plus d'une vingtaine de femmes qui ont été caressées, touchées contre leur gré.
Alors non. Non, ce n'est pas aux femmes de couvrir leur corps. C'est aux coupables de couvrir leurs yeux des voiles de la raison, du respect et de l'intelligence humaine. Car rien ne justifie une agression sexuelle. Rien. Alors ce soir, comme nous sommes tous et toutes concernés, je vais vous demander d'imaginer. D'imaginer une fille sans nom et sans visage, car ça pourrait être chacun de nous. Elle est jeune, un peu influençable, comme nous l'avons tous été, et surtout avide de vie. Aujourd'hui, pour la première fois, elle part. Elle est grande. Elle va prendre seule son bus pour se rendre à l'école. Vous l'imaginez, la fierté inonde son visage. Chaque pas est une victoire. Elle songe déjà à comment, en rentrant, elle racontera son exploit. Pourtant, quand elle rentre et qu'elle raconte, la réalité n'a plus rien d'un conte. Les yeux s'écarquillent, les bouches s'agrandissent, les cœurs battent plus vite. Ils feignent de ne pas comprendre. Pas eux, pas elle, pas nous. Elle attend son verdict, son jugement. Elle attend, désespérément, une étreinte, un sourire, un mince résidu de tendresse pour l'aider à continuer à vivre. Mais quand leur bouche s'ouvre, c'est fini. Ils assènent le coup de grâce. Comment étais-tu habillée ? Est-ce qu'on peut justifier une agression sexuelle ? Je pense. Non, je pense que rien ne justifie une agression sexuelle. Et n'importe quelle fille ici, pas seulement les 20 qui sont concernées, pourront vous le dire. Le vrai problème, c'est qu'il y a d'un côté les hommes, et j'ai entendu en recherchant pour faire ce discours que les hommes justifiaient, comme je l'ai dit, les agressions sexuelles par les tenues vestimentaires pour eux-mêmes se déculpabiliser quand ils avaient eu des pensées déplacées à propos de certaines filles. Et l'autre problème, c'est que notre société, les médias, ont commencé à mélanger cette espèce de culture du viol, cette espèce de mélange malsain d'agression sexuelle avec la séduction. C'est pourquoi, quand une fille est victime, les autres femmes vont se dire que elles ne l'ont pas été car elles n'étaient pas assez belles. Et elles aussi vont chercher des excuses. Et on en vient à essayer de justifier l'injustifiable. Pour être fémène, faut-il avoir des couilles ? Top, je pratique le sextrémisme. Mon nom vient du mot latin signifiant cuisse. Je m'affiche seins nus devant les caméras de télévision et pourtant je ne travaille pas dans la pornographie. Qui suis-je ? Ah, dommage, Mathieu Loiseau, c'était bien sûr les fémènes. Mais heureusement, vous repartez avec un lot de consolation. Un aller simple pour le pays de votre choix dont le nom commence par R et se finit par je vous laisse deviner. Les fémènes, ce sont des militantes marxistes qui utilisent comme moyen d'action l'exhibition dans des lieux publics. Une sorte d'enfant dégénéré de Louis Lefébure et Mathieu Loiseau. Et là, je vois déjà dans vos yeux une espèce de regard ébahi. Mais surtout, ne me remerciez pas, c'est par altruisme. Bon, mais alors, quel est ce problème terrible dont les fémènes essayent de nous faire part ? D'abord, il faut les remettre dans leur contexte. Les fémènes, à la base, c'est un mouvement ukrainien. Et donc, en plein milieu du froid ukrainien, il faut imaginer un rassemblement composé uniquement de femmes. Pour l'instant, j'ai rien dit, hein. Bon, alors heureusement, c'est un mouvement assez militant et pas un mouvement de masse. Donc, leur cuisine en suffit comme lieu de réunion. Bon. Là, j'avoue, c'était par pure jalousie pour les gens qui ont récupéré le sujet sur Éric Zemmour. Bon,
En plus, c'est pas totalement vrai. Il y avait un homme qui était présent à cette réunion. Un homme hyper sympa. Il a financé le mouvement, défendu la cause du féminisme. Bon, après, des militantes l'ont accusé de manipulation, d'abus de pouvoir, de harcèlement et d'agression sexuelle. Mais attention, il est à noter que toute ressemblance avec des personnes ou des situations dans lesquelles des femmes auraient balancé des porcs sur Twitter est purement fortuite. Le truc incroyable, c'est quand même qu'elles se sont dit que manifester seins nus, c'est une bonne idée en Ukraine. Alors là, il y en a, ils se ramènent avec des manteaux à Nancy. Mais essayez de faire un stage en immersion dans votre frigo, et ça vous donnera une petite idée. Alors du coup, leur message était plus très clair. Est-ce qu'elles se battaient pour l'émancipation des femmes, ou contre la fin des soldes chez H&M ? Et alors là, je vois des regards dans le jury qui me disent « Mais il va nous faire tous les poncifs sur les femmes, ça va être lourd. » Mais heureusement, mesdames, messieurs, je vous l'annonce, je pense que les hommes aussi doivent faire des efforts. D'ailleurs, comme plein de gens à Sciences Po, je fais mes tâches ménagères moi-même. J'ai bien essayé d'envoyer ma vaisselle par la poste à ma mère, mais les résultats furent peu concluants. D'ailleurs, les études sont claires sur le sujet. À l'origine, les femmes, comme les hommes, font autant de tâches ménagères, c'est-à-dire beaucoup trop. Et puis, là, il y a un moment qui arrive, c'est la vie active. Et là, les hommes, ça commence à se relâcher un peu. Mais il y a mieux, il y a les enfants. Et alors là, c'est open bar. La quantité de tâches ménagères explose, et le temps de sommeil est à peu près la même que la veille de votre essai. C'est-à-dire inexistant, fait de petits sommes en attendant que votre enfant vous réveille. Mais alors, le temps de travail consacré aux tâches ménagères par les hommes, lui, il continue à diminuer. Donc, j'aimerais quand même vous adresser un petit message, vous les femmes, parce que c'est pas très objectif, cette façon de faire des études. Je suis désolé, moi, mais aller au McDo, faire du foot avec les enfants, c'est quand même des tâches ménagères. Est-ce que nous, on vient faire des remarques quand vous faites mal le ménage, sous prétexte que vous aussi, vous devriez travailler, vous seriez fatigué? Non. Peut-être. Mais alors, est-ce que pour être féminine, il faudrait avoir des... Merci. Alors, vous avez traité le sujet sur la provocation, mais quand même, dans cette question, il y a celle qui consiste à savoir si le féminisme, que ce soit par les femmes ou par toute autre forme, implique de se mettre dans la dimension masculine. Est-ce que le féminisme existe sans référence à l'homme? Et est-ce que le féminisme peut exister avec les hommes, d'après vous? Alors, pour moi, la question est assez simple à traiter. Il y a difficilement un féminisme sans homme. Parce que sinon, il n'y a non seulement plus de femmes, mais aussi plus d'humanité. Alors, mais ça, c'est l'abstraction qui consiste à nous dire on arriverait à un moment, un espèce d'état où tout le monde, où les femmes vivraient de leur côté. Et les hommes du leur, et les femmes, et l'humanité s'éteindrait. Mais ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'à la base, cette paire de couilles dont on parle en permanence, c'est quand même bien le problème du féminisme. La France, c'est quand même, encore aujourd'hui, plus de 50 000 mutilations sexuelles, 80 000 victimes de viol ou de tentatives de viol, et 216 000 victimes de violences conjugales. Donc, le féminisme ne peut exister sans les hommes, et le féminisme a besoin de se passer des hommes pour se construire. Depuis toute petite, j'ai de l'ambition. J'ambitionne d'avoir un poste à responsabilité. J'ambitionne de devenir chef d'entreprise, de diriger une banque, d'être diplomate, ou même présidente de la République. Ce soir, j'en parle en toute liberté. Mais à mon grand regret, je ne l'ai pas toujours assumé. Il est difficile d'avoir de l'ambition pour une femme. Ce qui dérange
ne réside pas nécessairement dans le fait d'avoir de l'ambition, mais bien d'ambitionner le pouvoir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce plus difficile pour une femme que pour un homme ? En quoi la féminité a quelque chose à voir avec l'exercice du pouvoir ? Je me suis donc mise à la recherche d'explications. Posséder du pouvoir signifie, selon mon petit Robert, avoir la capacité, la possibilité, les moyens physiques, matériels, techniques, intellectuels, psychologiques, etc., de faire quelque chose. À aucun moment, on ne remet en cause la capacité de la femme à l'exercer. Selon l'imaginaire collectif, quelqu'un qui possède du pouvoir est charismatique, a de l'ambition, est fort, est parfois intimidant et même viril. Oui, viril. Cela exclut-il la féminité ? Pour Éric Zemmour, comme pour d'autres, la féminité est incompatible avec le pouvoir. Avec ces quelques investigations, j'ai décidé de chercher à comprendre pourquoi le pouvoir est historiquement lié à des hommes plus qu'à des femmes, mais aussi quelles sont les femmes qui ont dit non et l'ont exercé. Et enfin, pourquoi certaines personnes continuent de penser, comme Éric Zemmour, que la femme n'a pas sa place au pouvoir. Le pouvoir reste un concept, somme toute, abstrait, par bien des aspects. C'est l'histoire qui, dans son cours, s'est chargée de le compléter. Remontons au début de des civilisations. La nature et les hommes étaient hostiles. La force brute était donc un critère de poids. La différence biologique et morphologique a conduit à une domination des sphères de pouvoir par l'homme. Alors que la femme, son rôle était de perpétuer la lignée, de s'occuper des enfants, du logis, des maris, et ce jusqu'au XXe siècle. À partir de ce moment, les femmes commencent à s'émanciper. Elles prennent de l'autonomie vis-à-vis des hommes, elles acquièrent enfin des droits. Je commence à comprendre pourquoi le pouvoir est souvent lié à l'homme. N'ayant pas le droit d'y accéder, les hommes ont pu s'approprier ces signes et les transformer en attributs d'appartenance. Un homme a le pouvoir, et même un homme sans pouvoir dans la sphère publique continue d'avoir un pouvoir de domination sur la femme. Le fait que tout au long du siècle dernier, les femmes aient fait un grand pas pour acquérir des droits et les exercer en toute liberté passe nécessairement par la réappropriation des règles et agrégats qui forgent et régissent notre société. Que ce soit pour les hommes qui doivent partager ce qu'ils possèdent et pour les femmes qui doivent apprendre à s'identifier avec des concepts qui leur étaient autrefois interdits. Interrogé dans BFM TV, Éric Zemmour a commenté des élections de la mairie de Paris en 2013 où 5 femmes étaient en lice. Outre le fait d'estimer que la féminité est incompatible avec le pouvoir, il explique que parallèlement à l'arrivée des femmes en politique, le pouvoir s'évapore du politique. Or, nombre de femmes ont su et savent incarner ce pouvoir. Citons Cléopâtre, Catherine de Médicis, Catherine II, impératrice de Russie, la reine Victoria d'Angleterre, Simone Veil, Indra Nooyi, ont à un moment donné exercé le pouvoir tout en assumant leur féminité. Elles n'ont pas dû prétendre d'être un homme pour exercer le pouvoir qu'elles ont obtenu. Leur politique, leurs décisions, leurs combats n'ont pas déserté de légitimité par le fait que ce soit des femmes. Les femmes sont tout autant aptes que les hommes à exercer le pouvoir. Ce qui limite leur accès ne réside pas dans la capacité, mais sur l'internalisation des normes et des principes. Néanmoins, la remise en question était plus forte. C'est vraiment très désagréable aussi pour moi. Alors, Zemmour, qu'il m'exècre de citer dans ce micro, n'a quand même pas dit, en tout cas dans cette grande envolée si fine, que la femme n'a pas sa place au pouvoir, mais que la féminité n'a pas sa place au pouvoir. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? J'aimerais peut-être ajouter une question à ça. Le pouvoir a-t-il un sexe ? Alors, d'une certaine façon, j'allais peut-être en venir. Oui, on se pose souvent cette question, est-ce qu'il y a un sexe ? Parce que, après tout, on voit des femmes, parfois, au pouvoir, elles sont habillées d'une certaine façon, se comportent d'une certaine façon. Ces actions, ces comportements, ces vêtements
sont parfois compris ou attribués à un sexe, à la féminité ou la masculinité. Et c'est ce qu'on va pas souvent reprocher aux femmes, c'est un dilemme aussi au pouvoir. Lorsqu'une femme, par exemple, Cécile Duflot, huée à l'Assemblée nationale pour porter une robe, ça, certains estiment que ça n'entre pas dans le cadre de son pouvoir, de son exercice. Ils remettent en cause la féminité qu'elle apporte en portant une robe. Au contraire, qu'une femme décide de porter les cheveux courts, d'avoir des chaussures plates, de porter des pantalons, d'autres personnes pourraient à ce moment-là remettre en cause justement sa féminité. Elle chercherait donc à se masculiniser pour s'approprier le pouvoir, justement, pour mieux incarner le pouvoir. Je pense qu'en réalité, le pouvoir est une notion neutre. Elle n'a pas de genre. Alors, mon sujet ce soir, ce sera une phrase de Matei Ngangue. Ces femmes-là, elles ont profité pendant des années, elles l'ont sucé pour avoir des millions d'euros, et ensuite elles se plaignent. Je dois vous l'avouer, je me sens plutôt proche de Matei. Nous avons plein de points communs. Par exemple, Matei, en tant que jeune vidéaste sur YouTube, possède 86 abonnés sur sa chaîne. 86, c'est exactement le numéro du département de la Vienne, dont je suis originaire. Étonnant, non ? Encore plus étonnant, actuellement, il y a 15 213 vues sur sa vidéo. 15, 2, 113. 15 et 2, ça fait 17, 113. On enlève 13, ça fait 4. J'habite au 136 rue Saint-Dizier, 136 divisé par 4, ça nous fait 34. 34, ça vous dit rien ? C'est exactement le nombre de mes partenaires sexuels qui se trouvent dans cette salle. Bonsoir, Madame Guidi. Ces femmes-là, elles ont profité pendant des années, elles l'ont sucé pour avoir des millions, et ensuite elles se plaignent. C'est pas faux. J'irai même plus loin. Weinstein est une victime dans cette affaire. Dans son métier, toute la journée, il voit défiler des femmes qui veulent des millions en tant qu'actrice. Ça défile, ça défile, ça défile. Forcément, dans un travail comme le sien, avec des grosses sommes en jeu, il faut faire une sélection. Alors voilà, il a trouvé une manière, comme une autre, de sélectionner les actrices qui joueraient dans ses films. Chacune une fellation et on départage ensuite. C'est peut-être contestable moralement. Ça a le mérite d'être original. Et je plains même ce pauvre homme devant trouver les mots pour celles qui n'obtiennent pas le rôle. Qu'est-ce qu'on leur dit après que... Mais alors attention, celles qui réussissent, après avoir engrangé les fameux millions, en plus viennent se plaindre, des années plus tard de surcroît. Et ça se fait pas. On suce pas les gens comme ça pour après venir se plaindre. Alors j'aimerais citer un poète peu connu, mais que j'apprécie beaucoup du 19e siècle, Hugo Louessard, qui nous disait « Quand un homme fait des avances à une femme, il s'attend bien à ce qu'elle les lui rembourse. C'est la moindre des choses. » Weinstein leur offre le succès à portée de bouche, et ils cherchent forcément celles qui n'ont pas leur langue dans leur poche, tout simplement. Alors non, plus sérieusement, j'ai fait des blagues, tout ça, mais... Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été à la fois surpris et choqué devant la vidéo de Matei. En effet, pour moi, l'égalité homme-femme est une évidence, un combat même. Je suis un grand défenseur de la cause des femmes. Bonsoir Elsa, ça va les dossiers de 3 ? Elles l'ont sucé pour avoir des millions d'euros et ensuite elles se plaignent. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. Mais en fait, c'est peut-être ça le fameux masculinisme qui revient à la mode ces derniers temps. Avoir le courage de sortir la plus grosse absurdité possible sur les femmes dans une vidéo sur Internet. Enfin, le courage, il reste terré derrière son écran quand même. Mettez-le devant une horde de féminazis et on verra bien. Pardon, j'ai dit féminazis. Oups. Enfin bon, en même temps, on dira ce qu'on voudra, mais je vais pas finir cette phrase. Au sujet de la sélection par la fellation, que ça a le mérite d'être original. En êtes-vous bien sûr? Alors je vous remercie pour cette question, et c'est une excellente question.
Alors je suis sûr pour le coup que c'est original, dans le sens où pour avoir, moi personnellement, passé quelques castings, on me l'a jamais proposé. Donc de mon expérience personnelle, je suis étonné de découvrir cette pratique, mais après je ne sais pas ce qui se fait aux States. Moi c'était plutôt West Coast, Kersozon, tout ça. Les droits des femmes sont-ils des droits de l'homme? Hommes, femmes, seules deux lettres changent, mais un fossé les sépare. Certains pays ont décidé de les réunir avec les droits humains. Mais la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen semble dans son titre oublier 50% de la population. Alors, est-ce que les droits des femmes sont des droits de l'homme? Il est évident que non. Si vous voyez un post Facebook d'un de vos lointains cousins disant qu'il est devenu maïeuticien, vous apprendrez, après vous être évertué à décomposer préfixe, suffixe et radical, qu'il s'agit du métier des sages-femmes. Puis rapidement, vous vous demanderez pourquoi vous n'avez jamais entendu ce mot. Pourquoi si peu d'hommes se lancent dans ce métier? Puis vous commencerez à vous énerver. Comment ça, certains métiers sont réservés aux femmes? La société empêcherait aux hommes de faire le métier qu'ils souhaitent? Mais c'est honteux! Moi, jamais on m'empêchera de faire le métier dont j'ai envie. Puis vous quitterez votre tourment intérieur et vous vous contenterez d'inscrire un j'aime à sa publication. Mais rien à faire, vous ne pouvez vous démettre de votre questionnement. Vous ouvrez Google compulsivement, cherchez les métiers féminins uniquement, ouvrez les pages frénétiquement et découvrez leur contenu avec effarement. Ouvrier, plombier, pompier, mais assistante maternelle, aide ménagère et diététicienne. Travailler, réparer et sauver des vies, mais materner, nettoyer et sainement s'alimenter. Au fur et à mesure des pages internet, vous devez vous y résigner. L'égalité des droits est bien entachée. Les droits des femmes ne sont pas des droits de l'homme. Et pour défendre ce point de vue, il ne suffit que de solliciter un de ceux qui se qualifient d'hoministes, qui jugent que les hommes sont défavorisés dans certains domaines. C'est vrai. Qui n'a jamais eu comme projet de vie d'abandonner toute scolarité à l'âge de 12 ans, à l'arrivée des premiers signes probants de puberté? D'être harcelé dans le métro en rentrant du travail? Et quelle liberté louable de pouvoir aider notre chère économie en travaillant gratuitement 1 mois et demi de l'année. Ne pas pouvoir voter, finalement, ça laisse plus de temps pour soi, non? Bien sûr, tout cela est faux. Les droits des hommes ne sont définitivement pas des droits de l'homme. Les jugements sont réels, les barrières sont réelles, les remarques sont réelles, le sexisme est présent. Entre les célèbres adages comme « il y a bien qu'une femme pour faire ça » ou encore les soupçons d'avoir utilisé de ses charmes pour avoir acquis je ne sais quelle situation, le mérite est rarement reconnu aux femmes. Un camarade de lycée m'avait dit un jour « T'es passé sous le bureau du prof combien de fois pour qu'il t'aime autant ?» Alors que mes amis ne qualifiaient ça que d'une boutade, je ne pouvais m'empêcher de m'offusquer contre leur laxisme. Puis j'ai réfléchi. Est-ce que les paroles de ce garçon ne sont pas les paroles de notre société? Une société où la célèbre citation « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » ne s'appliquait peut-être pas à tout ce pan entier de la société que sont les femmes. Emploi, éducation, choix professionnel ou choix privé. Il semble bien que certaines et certains ne se soient permis beaucoup d'actes qui sont malheureusement entrés dans nos mœurs et qui sont maintenant trop ancrés dans notre société, mais aussi tellement contraires à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et dans tout ça, comment est-ce qu'on peut intercaler les mécanismes dits de discrimination positive, c'est-à-dire favoriser les femmes, favoriser les droits de certaines femmes au détriment des hommes avec des quotas, avec la parité en politique, etc. Qu'est-ce que vous en pensez?
eh bien, je pense qu'il est très malheureux d'avoir affaire à de la discrimination positive pour arriver à une quelconque égalité dans ce monde. Je pense qu'on ne devrait pas avoir besoin d'infliger des lois, d'infliger des quotas et de donner des bonus aux femmes qui ensuite vont pouvoir être discriminées parce que justement, elles ne sont pas arrivées par la voie traditionnelle mais par des quotas qui ont obligé leur chef d'entreprise à les embaucher. Et là-dessus, je trouve que la langue allemande est beaucoup plus riche que la langue française parce qu'en allemand, il y a un mot pour la parité entre hommes et femmes et il y a un mot pour la femme qui fait un métier seulement pour la parité et la femme qui vient ici, qui est présente juste pour permettre la pluralité, pour permettre la parité. Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wer steht hinter einer erfolgreichen Frau? Ich bin keine Frau und auch nicht besonders erfolgreich. Aber wenn ein durchschnittlicher Mann wie ich einen leichten Weg zum Erfolg haben will, dann folgt er einer alten Tradition. Er sucht sich eine starke Frau, die hinter ihm steht. In der Küche steht, im Bad steht, vor der Waschmaschine steht, vom Bügeleisen steht. Und wenn sie das brav macht, darf sie sich auch mal bewegen. Dann fahre ich sie zur Schau, zum Shoppen, zum Nagelstudio oder zum Friseur. Aber so unfair, wie sich das jetzt anhört, ist das alles gar nicht. Die Zeit, die ich gewinne, während meine Frau hinter mir steht, nutze ich zum Wohle der Gesellschaft. Ich habe jetzt 1 Stunde länger Zeit, meine Sekretärin zu belästigen und fremden Frauen ungewollt Bilder von meinem nackten Penis zu schicken. In der Mittagspause schreibe ich auf Facebook nachdenkliche Kommentare unter Vergewaltigungsgeschichten. Naja, mit so einem Kleid hätte ich sie auch gevögelt. Nach getaner Arbeit komme ich heim zu meiner immer noch stehenden Frau. Sie muss jetzt ganz stark sein. Meinen ganzen Frust über die ausbleibende Beförderung, über die Pleite von Bayern München im letzten Spiel, über alles, was im Leben so schief läuft, lasse ich natürlich an ihr aus. Laut einer Studie muss sie das vor allem sein, wenn sie erfolgreich ist. In der Türkei werden 34% Opfer häuslicher Gewalt der Frauen, aber es werden 63% unter denen, die mehr als ihr Mann verdienen. Sollten die Männer also mal hinter den Frauen stehen. Das geht in der Regel auch nicht gut aus und um das zu sehen, muss man nicht in die USA reisen, wie Mathieu Loiseau das bald tun wird. Nach dieser Debatte werden viele der hier sitzenden Mädchen und Frauen Angst haben, im Dunkeln alleine nach Hause zu laufen. Angst, dass hinter ihnen ein Unbekannter steht, der sie gegen ihren Willen anfasst, mitnimmt, was auch immer mit ihnen macht. Jede 4. Frau in Deutschland wird im Laufe ihres Lebens Opfer sexueller Gewalt, die von einem Unbekannten ausgeht. Reden wir also von der erfolgreichen Frau. Wer steht hinter ihrem Erfolg? Die einfache Antwort ist sie selbst und sonst niemand. Es waren Frauen, die dafür gekämpft haben, wählen zu dürfen, arbeiten zu dürfen, ein Recht über ihren eigenen Körper zu haben. Und wieso sollte das im Berufsleben anders sein, wo es nur noch Barrieren gibt bei dem alltäglichen Bürosexismus? Es ist eigentlich eine Beleidigung aller Frauen, diese Frage überhaupt zu stellen. Also Frauen genauso schwach wären wie wir Männer, so unselbstständig, dass sie so etwas wie ein Mann am Herd bräuchten. Es ist Zeit, dass wir aufhören, uns den Weg zu versperren, mit diesem ganzen Vor- und Hintereinander stehen, sondern anfangen, nebeneinander zu stehen und miteinander zu leben, nicht als Männer oder als Frauen, sondern als Menschen. Ja, nun ist es nicht so einfach mit dem Nebeneinanderstehen. Das heißt ja auch, hinter jemandem stehen heißt ja auch einfach Unterstützung. Braucht die Frau also keine Unterstützung, sie braucht nur jemanden neben sich? Ich glaube, wir alle brauchen Unterstützung, aber im Zitat war es ja so gemeint, diese systematische Unterstützung, dass wenn ich erfolgreich sein will, dass ich irgendjemanden brauche, der unter mir ist, nicht hinter mir. Das ist dann natürlich eine Wortklauberei irgendwie, aber ich glaube, man kann sich auch unterstützen, ohne dabei in eine Hierarchie eingehen zu müssen. Alors on
sujet, c'est moi, présidente de la République. Qu'est-ce que vous diriez à Monsieur Macron si vous étiez sa conseillère? C'est avec cette curieuse question que mon entretien au 10 rue de l'Université, en mai dernier, alors qu'il faisait une chaleur écrasante, même dans les sous-sols sombres et inhospitaliers de l'ENA, commençait. J'avoue que, sur le moment, je n'ai pas été très loquace, pour une fois, et que la chaleur, ajoutée au stress et à l'odeur immonde de la tisane de la plus vieille des deux vieilles, celle qui avait justement posé la question, ne m'ont permis que de bégayer impitoyable Europe de la défense, crise des réfugiés, vive Helmut Kohl. Je suis ressortie de là, une demi-heure plus tard, avec le sentiment pugnace que l'école des présidents, ce ne serait pas pour tout de suite. Mais, voyez-vous, je suis ambitieuse. C'est-à-dire que, Sciences Po ou pas, j'ai des rêves de grandeur. Et finalement, quelques semaines plus tard, à mon arrivée à Nancy, en plein milieu d'un congé amplement mérité, et pourtant largement amputé, je mis en place une stratégie, un plan d'attaque, une ruse pour satisfaire cette ambition dévorante. Pour autant, alors que je traversais le Forum Europa, je réalisais que la distance d'ici la présidence de la France pouvait sembler d'une certaine importance. Et puis d'ailleurs, pourquoi la France? Ai-je réellement envie de présider un tel pays? La belle et douce France, pays immense des Lumières, certes au nucléaire, mais peu cher, qui parle, crie et manifeste, balle pavée et tout à la fois se déteste, se déchire avec délire, soudain désabusé, et puis à nouveau dans la rue, malgré le froid, se désire, s'enlace, jusqu'à ce que pétréface, et une fois encore, dans les grèves et manifs, autour de débats de société, le mariage pour tous, les MILF, se disputent avec une passion qui vaut de l'or. Tout ça me semble un peu trop complexe pour mon esprit plutôt restreint que jupitérien. Mais décidant d'affronter la difficulté, avec ruse néanmoins, je trouvais une solution optimale. Je serai donc présidente de ma République. Après tout, c'est sûrement le plus simple à représenter, présider et gouverner. En mon sein, les coups d'État sont plutôt rares. Alors, ma République a des frontières plutôt claires. Ma peau, mes cheveux, mes mains, mes orteils, mais aussi mes lèvres, bref, tout ce qui physiquement me limite. À l'intérieur, c'est mon territoire. Il s'agit de mes contrées, mes régions, diversifiées, variées, avec leurs creuses et leurs bosses, leurs différentes teintes, et je suis souveraine. À ce titre, je rédige et vote mes propres lois en concertation avec mes envies, et ces règles ne peuvent pas être remises en cause, sauf par moi-même. Vous comprenez? Une république n'implique pas que tous les passants aient un droit sur le territoire national. Mon corps n'a pas ratifié Schengen, ok? Une république... Une république ne souffre pas de l'autorité inconditionnelle d'autres pays, quand bien même des traités les engagent l'un envers l'autre. Une république signifie aussi des limites fondamentales. Un peu comme si mon body avait une Grundgesetz. L'idée, ce n'est pas de ne plus délivrer de visa, ni d'en donner moins. C'est seulement qu'avoir un droit d'entrée, ça ne signifie pas open bar, et que lorsque le visa expire, ça sert à rien de harceler l'office de l'immigration. Mais bon, j'avoue que cette présidence, à terme, ce ne sera qu'un travail à temps partiel. Je veux dire, je n'envisage pas de limiter mon ambition à ma petite personne, et, de toute évidence, la présidence nationale, à la rigueur un ministère, me semble être un minimum. Et tant pis pour le cumul des mandats. Alors, en attendant, les petits ruisseaux formant de grandes rivières, et les petites promos consommant néanmoins beaucoup de bière, à défaut d'un réel rôle en politique, je me dis que je peux toujours commencer par la présidence de Sciences Polémiques. Début de votre intervention, que diriez-vous de modifier le logo de Sciences Po avec une lionne et une renarde? Alors, honnêtement, j'aime bien l'idée. Après, je pense pas que ce soit très probant parce que, enfin, on voit pas déjà que c'est un lion et un renard. Alors, enfin, je veux dire. Merci. Le masculin l'emporte-t-il toujours sur le féminin? Je trouve qu'on a beaucoup parlé des femmes ce soir, et donc, moi je vais vous poser la question, qu'est-ce qu'un homme? Comment
définir un homme, mâle, masculin, viril en somme? S'agit-il seulement de cet être qui jouit d'un petit appendice entre ses cuisseaux? Que ce serait abaissant pour la jante masculine de la réduire à un si insignifiant organe, boursouflé, disgracieux même, plus souvent affalé que droit comme un Y. On ne naît pas homme, on le devient. Et c'est seulement grâce à la femme qu'une telle construction peut s'opérer. Adam sans Ève n'est pas plus homme que la lumière n'éclaire sans lumière. Sans l'ombre, pardon. Quand il fallut nommer, par souci d'équité, ce fut donc la femme qui se chargea de la petite marque. Voilà déjà quelques années, nos plus éminents scientifiques ont découvert cette grande dualité. Les hommes, les femmes et, entre eux, les champignons. De si doctes esprits, emportés par cette révolution copernicienne de la pensée paléolithique, décidèrent de l'appliquer à toutes les choses. Comme toujours, face au progrès se sont élevés les champions de l'ordre moral qui ont bataillé bien longtemps pour garder un droit à la neutralité. Mais l'ardeur immortelle, l'académique résilience de nos grands esprits ont enfin eu raison de ces positions arriérées. Mais voilà, l'abîme appelle l'abîme et le progrès de la science buta sur l'adjectif. La grammaire, mère de toute langue, qui ceint en son sein la sainte conjugaison et la juste orthographe, fut appelée à trancher sur le sort de l'humble épithète. Comme l'homme en avait deux, on s'accorda à lui donner la préséance. Joie immortelle, un seul homme au harem, et tout est masculin. Cela en éguera peut-être certains, mais à ce compte-là, pourquoi même supporter la charge du féminin? Le masculin droit, stoïque, sans émotion bien sûr, a-t-il même besoin de ce féminin qui l'encombre? Pourquoi honorer Marie quand Pierre Curie a fait l'effort de l'épouser? Le féminin est trop lourd à porter pour nos pauvres adjectifs. Pourquoi vouloir donc s'épuiser à accorder au plus près quand on peut tout simplement reconsidérer toute sa liste énumérative et déclarative à la recherche d'un seul, d'un unique, d'un tout petit terme masculin et s'épargner ainsi une tâche harassante? Vraiment, il est bon que la langue reflète la nature et que le missionnaire masculin l'emporte, chevauchant sur le féminin. Je vais rebondir. Que pensez-vous du mot amour, masculin au singulier, mais féminin au pluriel? Je pense que les amours ne sont belles que quand elles se conjuguent au pluriel. Donc, voici mon sujet. Bien entendu, les femmes doivent gagner moins que les hommes parce qu'elles sont plus faibles, elles sont plus petites et elles sont moins intelligentes. Telles sont les paroles de l'eurodéputé polonais d'extrême droite Janusz Korwin-Mikke. Eh bien oui, bien entendu, les femmes doivent gagner moins que les hommes, bien entendu. En toute sincérité, je ne vois même pas où se situe la polémique. D'ailleurs, notre ami Janusz a très bien su illustrer ses propos. Savez-vous quel était le classement de la première femme aux Olympiques en Pologne cette année? 800e. Et au tournoi d'échecs, c'est la même histoire. Aucune femme dans les 100 premières du classement. Face à de tels faits, c'est sûr, le parlementaire ne peut que s'indigner. C'est navrant, mais voyons les choses en face. Elles ne sont même pas capables de se qualifier dans les 100 premiers d'un tournoi d'échecs. Comment voulez-vous seulement leur accorder un minimum de crédibilité dans la vie professionnelle? Aujourd'hui, pour arriver au même salaire que son homologue masculin, une femme devrait travailler 77 jours de plus. Ça va. L'écart, explicable par la seule différence de sexe, est de 6,8%. Ça va. Bon, c'est un moindre mal, elles ont l'habitude. D'ailleurs, même à l'école, elles ont toujours dû travailler plus, c'est bien connu, c'est bien logique. Les filles sont plus scolaires, les filles apprennent tout par cœur. Elles sont dociles, elles disent amen et elles font ce qu'on leur demande. Pas étonnant qu'elles finissent secrétaires. En plus, elles peuvent vous lâcher à tout moment.
Le jour où elles ont un gosse et qu'elles doivent s'en occuper, on fait comment? Et après ça, elles réclament le même salaire que les hommes. On ratifie des lois instaurant l'égalité homme-femme à l'Assemblée nationale. Au bout de 3 années de lutte pour faire appliquer ces lois, on arrive à un maigre pourcentage de 38,8%. Des années de combat pour laisser 60% des hommes diriger l'hémicycle. Et réveillez-vous, ça prouve bien quelque chose. C'est qu'elle manque de courage. Elle est là, la réalité. Peut-être que c'est ce qu'elle recherche, au fond. Une belle petite maison dans un quartier boboisé, à s'occuper des gamins, à faire la cuisine, à se fondre dans l'ombre de leur mari bien-aimé, à être la femme d'eux. La vie de rêve, quoi. Quelle idée de se projeter avocate ou médecin. Tiens, le comble, c'est que même la langue française arrive à dissocier féminité et carrière. Et oui, on ne dit pas une médecine, ou que sais-je, on dit bien un médecin. Une médecin. Et en plus, franchement, vous voyez une Isabelle Adjani ou bien une Adriana Carambeu au gouvernement, même Brigitte, première dame, se contente de faire porte-manteau de Louis Vuitton et de Balmain devant les caméras. Oui, peut-être qu'elles en ont juste assez au final. Marre qu'on réduise leur malheur à un hashtag déjà dépassé, moqué, parodié au bout de 2 mois, déjà obsolète. Ouais, maintenant, dans un monde pourri par les réseaux sociaux, les effets de mode, vas-y que je balance un selfie en exclu avec mon violeur, vas-y que je balance mon porc par là, même l'obsolescence du féminisme est programmée. Allez, ça nous sort par les oreilles vos histoires à la Flavie Flamand, ce n'est pas à coup d'hashtag qu'on va abattre le sexisme. Enfin, brisons la glace. Il est vrai que c'est facile de nier, de fermer les yeux, mais nous, les femmes, nous revendiquons la légitimité qu'on ne nous a jamais accordée. Les femmes sont plus petites parce qu'on leur demande d'être plus petites, parce qu'on exige d'elles d'être plus petites. Devons-nous nous contenter d'être réduites, toujours et encore, après des décennies, à des fesses et des seins, des ventres sur pattes écervelées, objets de désir qui ne trouvent sa place que dans des « Oh non, j'ai effilé mon collant, zut, va falloir en racheter un autre. Tu me trouves comment ?» Ou alors, j'ai pas un peu grossi quand même. Voilà, c'est ça la féminité qu'on aime, telle qu'elle est socialement acceptable et acceptée. Et quand bien même on arrive à s'émanciper du rôle trivial que nous attribue la société, c'est la culpabilité qui nous rattrape. Les ramutas, ça vous dit quelque chose? En résumé, si on parvient à être reconnu en tant que personne, ou tout simplement capable, avant d'être reconnu en tant que membre d'une sous-section féminine, vous voyez de quoi je parle, non? La meuf bonne mais conne, la meuf chiante et moche, la meuf casse-couille qui parle trop, ou la dite chaudasse parce qu'elle met une jupe. Elle a osé porter une jupe, c'est ça sa simple erreur. Ça vous parle? On doit constamment prouver qu'on vaut autant qu'un homme, qu'on mérite autant sa place. Mais quand même, au-delà des statistiques, le fait est qu'aujourd'hui, toujours, les femmes gagnent moins que les hommes, vous l'avez montré. Et à votre avis, qui en est vraiment responsable? Les hommes ou bien les femmes parce qu'elles se laissent faire? Les deux. Les deux parce qu'on a été éduqués en fait dans un modèle qui fait que les femmes depuis leur plus tendre enfance, ont été contraintes à suivre un certain modèle. On l'a vu il y a quelques années avec toutes les polémiques autour des jouets qu'on donnait aux petites filles, aux petits garçons. On va peut-être un peu trop loin, certes, mais le fait est que l'éducation nous pousse à se diriger vers un certain modèle. D'ailleurs, quand on demande à une petite fille noire si elle voit son père comme un prince, elle dit « non, il n'y a pas de prince noir ». Donc c'est le même phénomène. C'est comparable, c'est culturel, c'est la faute des deux. Il n'y a pas de bras de fer parce qu'on ne prend pas conscience. Simone veille-t-elle sur nous? 30 juin de cette année. Les radios réveils sonnent, les autoradios s'allument. La nouvelle tombe, elle n'est plus. Sur tous les plateaux de télévision, les rédactions, les studios d'enregistrement, on s'affole. Quelle émission spéciale va-t-on faire? Qui inviter? D'une manière presque automatique, toutes les chaînes, radios et journaux déploient leur plan d'urgence en cas de personnes célèbres décédées. Chaque homme politique y va de son tweet. Tout passant se souvient d'elle.
dit à quel point il l'admire. Le 30 juin 2017, Simone Veil est décédée. Bien qu'étant le seul homme à avoir un sujet avec un potentiel comique proche de zéro, je dois quand même avouer que j'ai été personnellement touché par l'événement. La voilà qui disparaissait, à peine une semaine après l'avoir citée en exemple dans ma copie de bac option sciences politiques, portée par mon sujet sur la parité homme-femme. J'ai presque eu l'impression de lui avoir porté malheur, que son esprit m'avait surveillé pendant ma rédaction et que, déçue par mes piètres écrits, elle avait décidé de partir. Son esprit. Voilà quelque chose sur lequel on doit jeter un coup d'œil. Un esprit intelligent, malin, doté d'une volonté inébranlable, une vision du monde profonde, réfléchie, au-dessus de toute démagogie. Une politicienne engagée, baignée dans ses convictions, prête à tout pour les défendre, avec une caractéristique qui la rendait spéciale. C'était plus qu'un grand homme politique, c'était une femme politique. Survivre à la Shoah, se battre pour le droit à avorter, contribuer à l'Europe, que de combats qui ne te rendent que plus belle à nos yeux. Alors nous, peuple de France, qui t'avons tant pleuré, nous, femmes, qui t'avons tant admiré, nous, hommes, que tu as tant basculé, et nous, premières années, dont ton nom est inscrit sur notre promotion, on doit te dire 2-3 trucs. Il est clair que tu as bousculé avec force le petit écosystème politique. Il n'y a qu'à constater que même le vice-président d'un parti d'extrême droite ultra-conservateur et eurosceptique, au possible, se déclare touché par la perte d'une ancienne présidente du Parlement européen. Quand on lit ça, on a envie de se dire « trop fort, même ça elle a réussi à le faire faire ». Tu as montré la voie aux femmes, en leur montrant que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas être ministre, présidente du Parlement européen, rester dans les livres d'histoire et entrer au Panthéon. Sans toi, jamais de Christiane Taubira, de Najat Vallaud-Belkacem, pas de Michelle Obama, pas de papa Angela sur notre campus. Il n'y a qu'à regarder une frise chronologique pour voir pourquoi tu nous marques. Tout chauvinisme mis à part. Tu es la première grande femme politique de la seconde partie du XXe siècle. La plus forte, la plus grande jusqu'à Angela Merkel. Bon d'accord, j'exagère, entre les deux il y a Margaret Thatcher, mais j'ai pitié des Irlandais et des mineurs. Première femme ministre d'importance, première présidente du Parlement européen, première à aller défendre des droits essentiels devant une assemblée qui n'en contient presque aucune de femmes. Mais au-delà, que penser de ton courage? Comment ne pas admirer le courage d'une dame qui, si jeune, alors qu'elle sort à peine des camps de la mort, parce qu'aux yeux de certains, elle n'est pas née sous la bonne étoile, trouvait la force d'intégrer sciences politiques? Comment ne pas admirer le courage d'une dame qui porte devant une assemblée un projet dont personne ne veut? Comment ne pas admirer le courage d'une dame qui a trouvé la force de retourner dans un lieu où elle a été confrontée au pire que l'humanité ait conçu? Et nous, sommes-nous capables de réaliser le tiers de ce qu'elle a fait? De ta pensée bienveillante, avec ça, tu as veillé sur nous, tu veilles sur nous tous, notre conscience, nos actes. Lorsque l'on parle, on se dit que là-haut, tu es là-haut, tu nous écoutes à chaque mot qu'on prononce. De ton aura et ton passé, nous sommes les garants, et en retour, tu nous protèges. Tu es notre bouclier contre la bêtise et la barbarie. Tu es parmi les rares personnes à entrer dans notre bonne conscience nationale. Ton parcours nous a tous influencés. Tes idées sont toujours là, pardon, résilience, courage, défense de l'Europe. Elles subsistent dans nos cœurs. Mais pour certains, elles disparaissent des esprits. Europe qui s'embourbe, féminin. Merci. Bon, puisqu'on n'a pas eu la fin, on va s'accrocher au début. Puisqu'il semblerait que vous soyez le seul qui n'a pas eu un sujet humoristique, nous allons réparer l'erreur. Peut-on dire que Simone Veil avait des couilles ? Difficile question. Hein. Elle n'était pas femelle, donc déjà ça limite le débat parce que ça rendait les trucs plus compliqués. Après, oui, on peut. Peut-être qu'elle ne les avait pas dans le pantalon, mais mentalement, il en faut quand même une sacrée paire pour faire tout ce qu'elle a fait. Pantalon porte-t-elle la culotte? Alors, pour ne rien vous cacher, moi ce soir, j'ai mis ma culotte porte-bonheur. Ah bah c'est comme ça que ça marche, faut être culotté. Bon, parlons vêtements. Les femmes ne peuvent porter la robe, car les ecclésiastes ne les jugent pas assez chastes.
Elles ne peuvent porter la jupe, à part un jour par an. Le short, lui, est décrié partout. Ce court, si l'on traduit en anglais, ce court bout de tissu est mesuré, mensuré. Et voilà qu'une grande partie de la jante masculine s'en fait un court-métrage. Dans ces films fantasques, elle y voit un appel, une invitation. Sans attendre le carton, la voilà déjà sur le perron. La police? Chasser l'intrus? Vous n'y pensez pas. On proposera plutôt au propriétaire déposséder le pantalon. De cette manière, couverte, digne, décente, la femme pourra alors porter la culotte. Mais les règles de bienséance, les règles de décence, les règles de galanterie, vous pensez vraiment que le pantalon allait effacer la sexualisation du corps des femmes? Mais que nenni! Voyez-vous, historiquement, le pantalon est réservé aux hommes. Étymologiquement, Pantalone était un personnage de commedia dell'arte italien qui était un bouffon. Alors, n'y voyez pas là une relation cause-conséquence, voyez-vous? L'insolence des bouffons de l'époque tenait à ce qu'ils dénonçaient la tyrannie, tyran auquel la population jetait des fleurs. Les bouffons d'aujourd'hui tiennent plutôt de la tyrannie, du rire gras, de l'humour graveleux, dont le langage fleuri me laisse toujours à fleur de peau. Oh non, mais ce pantalon, mais il te va! Alors en fait, dans la langue française, on a une expression consacrée à cette situation. En l'occurrence, ça me fait 2 belles jambes, mais ça ne m'avance pas beaucoup. Parce que quoi qu'on porte, quoi qu'on montre, quoi qu'on dise, c'est sexy, c'est séduisant. Comme si notre corps tout entier n'avait vocation qu'à satisfaire l'esthétisme masculin. Mais je refuse et je réfute ce diktat. Notre corps nous appartient en bikini et en jogging. Nous ne sommes pas moins intelligentes, plus superficielles, en robe de soirée qu'en tailleur pantalon. Mais alors? Mais tu fais comment pour porter la culotte? Mais pourquoi vouloir à tout prix porter la culotte? Parce que je vous vois juger les 2000, les années 2000, et leurs dessous décadents qui laissent dépasser ces strings indécents. Vous préférez la culotte? Plus féminine mais pas trop? Le plus important c'est qu'elle soit couverte. Pas trop non plus, on pourrait penser que c'est une culotte de grand-mère. Mais arrêtons de faire dans la dentelle, arrêtons de piquer de notre jugement le moindre bout de peau qui dépasse, de repasser de notre brûlant mépris toute courbe qui se cache ou qui se montre. Arrêtons de corseter messieurs en slip, caleçon, mesdames en string, tanga. Révoltons-nous tous ensemble contre cette dichotomie inacceptable. Soyons tous des sans-culottes. Quand même, il me semble qu'un des aspects de la libération de la femme au XXe siècle, c'est l'abandon du corset et l'invention du soutien-gorge. Comment porter la culotte et le soutien-gorge? Bah écoutez, je comprends pas parce qu'en fait, moi, la culotte, je la porte en bas. Donc, je dis, pas vraiment de problème. Après, sinon, il y a le body aussi, je peux vous conseiller. D'ailleurs, vous qui êtes là aujourd'hui, ça me fait très plaisir. Undies, le site d'Undies Lingerie est bloqué sur la Wi-Fi du campus. Je pense que vous avez des problèmes plus sérieux que l'égalité femmes-hommes à régler, Elsa. Positive Diskriminierung STS für Männer. Sonntag, 15. Juni 2005, 14:30 Uhr. Das Publikum setzt sich langsam hin. Die Gespräche verstummen, das Licht geht aus, die Musik erklingt und ein kleiner Junge springt auf die Turnmatten. Dieser Junge? Jeremias. Star des Turnspektakels, darf als erstes auf die Matte, um seine wunderbaren, qualitativ hochwertigen Purzelbäume oder Handstände demonstrieren.
Damals war er überzeugt, im Rampenlicht zu stehen, weil er es verdient hätte und nicht, weil er der einzige Junge der Gruppe war. Was ihn damals aber auch schon nicht störte, natürlich. Erst jetzt sehe ich, dass ich positiv diskriminiert wurde. Ich wurde diskriminiert. Eigentlich sollte ich darüber empört sein, aber in diesem Fall hat es mir sogar gefallen. Aber dann ist Diskriminierung ja eigentlich gar nicht so schlimm. Positive Diskriminierung soll Menschen Vorteile geben, die sie sonst nicht haben. Es ist sozusagen ein Schutz für diesen Menschen und deswegen für alle gut. Aber sprechen wir mal von der positiven Diskriminierung mit einem einfachen Beispiel. Die Frauenquote. Ich sprach letztens mit einem sehr erfolgreichen Businessman der Junior Consulting Campus de Nancy Organisation. Ich werde jetzt hier seinen Namen aber nicht nennen, weil seine sexistischen und frauenfeindlichen Ansichten mehr als unangebracht wären. Aber auf der Frage, ob er frauenfeindlich war, antwortete er, natürlich nicht. Meine Mutter ist eine Frau, meine Schwester ist eine Frau, meine Cousine ist eine Frau. Ich habe nichts gegen all diese Schlampen. Also, ihr könnt verstehen, wie empört ich war, als ich Roman Castex das hören sah. Also als er das gesagt hat, ich konnte gar nicht reagieren. Aber er gab jedoch zu, dass die Frauenquote doch gut ist. Um Frauen kennenzulernen, natürlich. Aber es hat ihm leider auch nicht so viel gebracht, muss man sagen. Aber ist die Frauenquote eigentlich wirklich nur dafür geeignet? Natürlich nicht nur. Frauen würden vielleicht eine neue Art zu arbeiten entwickeln oder einfach die Arbeitswelt verändern. Ich würde gerne meine These mit 2 anderen Beispielen unterstreichen. Zum Beispiel die Elternzeit für Väter. Sie sollten das Recht haben, bei der Geburt ihres Kindes da zu sein, um die kurze, vielleicht sehr kurze Zeit mit ihren Kindern zu genießen. Das ist auch für die Kinder wichtig. Das könnte verhindern, dass sie ihr Leben lang Papa Ute singen oder warten, dass der Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Ich meine, wir wollen auch nicht nur arbeiten und lieber uns um unsere Kinder zu kümmern. Oder einfach auch ein bisschen weniger arbeiten, das wäre auch ganz cool. Aber ich würde auch gerne die hohen Chefposten nicht bekommen, die viel mehr Arbeit und Geld bringen. Seid doch froh, dass die hohen Posten nicht zu haben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Probleme es mit sich bringt. Einfach viel mehr Arbeit, viel mehr Geld. Was macht man mit dem ganzen Geld? Einfach ganz viel zu viele Probleme. Darüber hinaus ist positive Diskriminierung nicht immer positiv. Gucken wir uns mal die Sportmannschaften in unserem Campus an. Wie der Kapitän des Basketballteams einst sagte, die Mädchen sind eine Last für uns. Seht ihr, Diskriminierung ist nicht immer gut für uns Männer. Letztens wollten wir beim Rugby Mathieu Raseau gegen Jeanne Monat eintauschen und das ging nicht. Positiv wäre, wenn wir Jungs bei der Rugby-Mädchenmannschaft spielen würden. Da würden sie vielleicht auch mal endlich was gewinnen. Aber dürfen wir leider nicht. Alles in allem kann man also sagen, dass positive Diskriminierung ziemlich oft positiv für viele ist, aber wie so oft ist es besonders positiv für Männer. Zum Schluss würde ich gerne meine Mutter zitieren, die gesagt hat, als ich in Sciences Po angenommen wurde, und ich zitiere, die haben dich bestimmt nur genommen, weil es an in Sozialwissenschaften interessierten Jungs fehlt. Traurig aber war, und deshalb sage ich es laut und deutlich, danke die positive Diskriminierung. Applaus, ist das auch eine Form der positiven Diskriminierung? Das tut weh, leider. Ich habe jetzt leider keine Antwort drauf, aber aua. Also ist Ihre Mutter diese starke Frau, die hinter Ihnen als erfolgreicher jungen Mann steht, oder nicht? Also diese Mutter, die Sie zitiert gehabt haben, ist sie diese starke Frau, die hinter einem sie wäre bestimmt, also sie würde sich bestimmt sehr
dafür schämen, was ich jetzt gerade gesagt habe, als sehr begeisterte Feministin. Aber ich glaube auch, dass ich einfach mit zum Beispiel, warum ich ins Sciences Po angekommen wäre, oder also ins Sciences Po angenommen wurde, hätte ich auch das Thema der, soll man blasen, um zu réussir, hätte ich auch schaffen können. Merci, Monsieur Laval. Mon sujet était est-ce si facile d'être une femme libérée? Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans l'Obs, elle ne lit que Bretécher. Le Monde, il y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète Match, en cachette, hein, c'est bien plus marrant. C'est une femme libérée. La femme libérée existe depuis quelques décennies et désigne les femmes qui profitent pleinement de tous les droits qui leur ont été récemment attribués. La femme libérée s'affranchit des dictats historiques. La femme libérée jouit de son autonomie, mais la femme libérée avale sans cesse les insultes. À l'école, on m'a appris que les femmes avaient obtenu beaucoup de droits pour s'émanciper et être progressivement à l'égal de l'homme. Et que moi aussi, par conséquent, je deviendrais une femme libre en grandissant. C'est dommage. Parce que j'aurais bien aimé être un peu plus accompagnée. Protégée par un père, un petit copain ou un frère. Ok, je suis fille unique, par un père ou un petit copain. Ok, par un père, c'est bon. De manière générale, et j'en appelle à toutes les filles qui sont devant moi, ne serait-ce pas plus simple d'avoir un homme pour nous empêcher de porter le mauvais vêtement ou de trop se maquiller? On éviterait les sifflements dans la rue. Et en plus, on passerait moins de temps à se préparer le matin. D'une pierre deux coups. Ne serait-ce pas plus simple d'avoir un homme pour contrôler nos comptes? On sait à quel point les femmes sont dépensières. Ne serait-ce pas plus simple pour nous de nous dire avec qui coucher? Parce que bon, une femme qui s'envoie à l'air à tout bout de champ, entre nous, c'est clairement une pute. Hein. Pourtant, c'est tellement excitant, une femme libérée sexuellement. Donc, être une femme libérée m'arrange peut-être pas tant que ça finalement, c'est pas si facile. On considère aujourd'hui que la femme est plus libre qu'elle n'a jamais été, c'est vrai. On choisit les vêtements qu'on veut, on choisit notre heure de sortie, on choisit notre vie sexuelle, on choisit de divorcer, on choisit de voter, on choisit d'avoir des enfants, on choisit d'avorter. Si, Christine, si. Mais on subit des remarques sur une jupe trop courte, mais on doit être accompagné après 20h, mais on nous donnera tous les noms si l'on se fait trop plaisir. Mais on sera étiqueté casseuse de couilles qui a brisé sa famille. Mais on considérera que l'on a choisi le candidat pour son physique. Mais on sera catalogué comme aigri. Mais on sera mal vu. L'anaphore n'est pas juste là pour l'effet de style. Je me suis juste rendu compte qu'à chacune de mes libertés en tant que femme s'opposait une limite. Dès que je compte profiter de l'un de mes droits, je dois m'attendre à une réaction. À des messes basses, à des mots hauts, des saillies, des railleries en tout genre. Et quand les mots ne sont pas assez précis pour décrire leur dégoût, dévisager suffit à faire entendre leur blâme. Parce que c'est ça l'enfer, le regard des autres. Ma première ride me fait du souci, le reflet du miroir pèse sur ma vie. Je rentre mon ventre à chaque fois que je sors. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Mais je ne me laisse pas tomber. Et en aucun cas, je dois me considérer fragile parce que je suis libérée. Si par le passé, la femme a pu se sentir rabaissée, et si depuis toujours elle a subi le discrédit général, elle ne doit plus aujourd'hui ressentir un poids qui pèse sur ses épaules et être bloquée par des normes. Si elle est aujourd'hui libérée, ce n'est pas pour culpabiliser. Il doit être facile d'être libérée aujourd'hui. Comme disait le général de Gaulle, femme outragée, femme brisée, femme martyrisée, mais femme libérée. Vous avez cité presque toute la chanson, donc on va faire un petit hommage à Cookie Dingler, qui était un rocker peu charismatique des bas-fonds de Strasbourg, qui a vu sa vie changer par cette chanson. Femme des années 80, on est une autre, mais bref, femme libérée. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait eu ce succès, cette chanson mythique, si elle avait été chantée par une femme? Déjà, je pense que la chanson a été mal comprise en soi. Puisque si on relit bien les paroles, il dit qu'une femme libérée est fragile, il dit qu'une femme libérée, et il cite des stéréotypes de femmes libérées, ce qui en fait n'en fait pas une chanson du tout féministe, mais une chanson totalement misogyne. Et donc je pense pas qu'une femme aurait osé elle-même chanter autant de stéréotypes sur elle-même. Mais elle a été écrite par une femme. T'as raison. C'est terrible.
pour une fois, je reste sans voix. Merci beaucoup à toutes les candidates et à tous les candidats. Et merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Voilà, le jury va délibérer et on va vous donner les résultats aussitôt que possible. Bonne soirée, merci.